Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claudine Tremblay, infirmière, conseillère en soins spécialisés en oncologie, qui a accepté de partager son expérience d'accompagnement dans l'aide médicale à mourir. Merci Claudine d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Claudine, pourrais-tu me parler, m'expliquer un peu qu'est-ce qui amène les patients à demander l'aide médicale à mourir? C'est quoi les éléments qui déclenchent ce processus-là? C'est quoi leur motivation? Les meilleures personnes pour te répondre, ce seraient les patients eux-mêmes, évidemment. En toute humilité, je vais répondre à titre d'infirmière, puis je vais te donner plutôt des exemples de ce que j'ai entendu, des confidences que les patients m'ont dit. Alors, j'ai un patient dernièrement, la semaine passée, qui me disait que la vie pour lui avait plus de sens. Ça faisait 22 ans qu'il était atteint de sa maladie, une maladie dégénérative, chronique. Et lui, il n'y avait plus d'utilité, fardeau pour la famille, je suis plus utile à la société. C'est un monsieur qui avait beaucoup donné aussi dans son rôle professionnel, il avait beaucoup donné. J'ai une autre patiente qui m'avait dit, puis ça m'avait frappée aussi, la perte de dignité. Alors, elle m'avait dit, moi, quand je vais me retrouver avec une culotte d'incontinence, c'était inacceptable pour elle. Alors, quand je serai rendue à porter une culotte d'incontinence, moi, je vais demander l'aide médicale à mourir. Le fardeau pour les enfants, ça revient assez souvent. Ils ne veulent pas être un fardeau pour leurs proches. J'ai une dame qui, elle, avait accompagné son mari dans le processus. Elle était atteinte d'un cancer et elle a accompagné son mari qui était aussi atteint de cancer et qui était décédé. Et elle m'avait dit, moi, je sais c'est quoi s'occuper d'une personne atteinte de cancer et je ne veux pas imposer ça à mes enfants. Alors, c'était vraiment la notion de fardeau. Donc, d'un patient à l'autre, ça varie. Par contre, on revoit toujours sens de la vie, on revoit toujours dignité, perte d'autonomie. J'ai un patient aussi, je vais juste faire un petit aparté. Il y a un patient, puis ça c'était une belle histoire malgré tout, qui était atteint de cancer. Et c'est un monsieur qui dans sa vie n'a jamais été décisionnel. Sa fille m'avait dit, mon père n'a jamais pris de décision. Et là, à la fin de sa vie, il se retrouve dans une situation où il est en fin de vie, cancer avancé. Et la fille me disait, moi, je vais respecter sa décision parce que c'est la première fois où il prend le contrôle de sa vie. Alors, c'était une prise de contrôle pour lui et de signer sa demande d'aide médicale à mourir, c'était un très, très grand geste pour lui. Et pour la première fois dans sa vie, il prenait une décision pour lui. Fait que c'est variable. Je te dirais que c'est variable dépendant des patients. Les réactions des professionnels sont variées. C'est sûr que la loi permet, mettons, l'objection de conscience. Alors, dépendamment de tes valeurs, ça peut être des valeurs morales, des valeurs religieuses, les professionnels ont une attitude où ils vivent des émotions variées selon ce qu'ils sont comme individus, évidemment. Pour les familles et les patients sont assez déterminés. Quand ils font leur demande, je n'ai pas vu jusqu'à présent, puis j'ai accompagné plusieurs patients, je n'ai pas vu un patient dire j'ai changé d'idée, je ne veux plus d'aide médicale à mourir. Je n'ai jamais vu de patient changer d'idée. Les familles, c'est variable. La plupart vont accepter la décision de leurs proches. Il y a certains membres de la famille qui vont me dire, moi, tu sais, Claudine, je suis contre, mais je vais accompagner mon père ou je vais accompagner ma mère. Le plus difficile, c'est quand la famille est vraiment contre pour des convictions religieuses et que la personne qui a demandé persiste dans sa demande. Alors, c'est difficile surtout pour les professionnels. C'est difficile pour la famille, évidemment, mais c'est difficile pour les professionnels, dans l'accompagnement de ces familles-là et du patient, parce qu'on se sent jugé par la famille et on se sent l'avocate du patient, mais l'accompagnement devient difficile quand il y a une dichotomie, si tu veux, entre ce que veut le patient et ce que désirent les membres de la famille.
Ce qui nous sauve comme professionnels, je te dirais, c'est la solidarité d'équipe. C'est la solidarité entre professionnels qui nous sauve et le non-jugement entre professionnels. J'imagine que ce n'est pas tous les professionnels qui acceptent d'accompagner ces familles. Non. Pour les médecins, quand il y a signature de la demande, on envoie la demande au médecin traitant. Le médecin traitant peut faire objection de conscience et à ce moment-là, on va se mettre à la recherche de médecins qui acceptent d'accompagner les patients. Pour les infirmières de chevet, c'est différent. L'infirmière de chevet peut se dissocier, c'est-à-dire faire une objection de conscience au niveau de l'administration de l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que si le patient a 2 avis favorables, puis on lui administre l'aide médicale à mourir, à ce moment-là, l'infirmière pourra dire non, moi, je fais une objection de conscience avec ce soin-là, je ne serai pas présente dans la chambre au moment du soin. Par contre, elle ne peut pas se dissocier de donner les soins quotidiens aux patients. Ça devient des fois difficile parce que l'infirmière qui donne les soins ou l'infirmière auxiliaire qui donne les soins ou même le préposé qui donne les soins va se faire des fois interpeller par le patient sur l'aide médicale à mourir. Donc, des fois, ça devient difficile d'être aidant quand on est contre l'aide médicale à mourir. Ce que je dis toujours aux professionnels et aux préposés aux bénéficiaires, de rester dans une neutralité, puis de rester dans une notion d'accompagnement en fin de vie. De ne pas mettre l'emphase sur l'aide médicale à mourir. J'accompagne un patient en fin de vie. Au début, je trouvais qu'on mettait beaucoup d'emphase sur le processus, puis peu d'emphase sur l'accompagnement à la mort, le cheminement vers la mort de la personne, du patient, et de la famille. On était novices dans le processus. Je pense que tout le monde avait un certain stress quand on recevait une demande. On voulait être très rigoureux à l'égard de la démarche et du processus. Et je pense que même ça a été lourd pour certains patients au début. Là, comme on est de plus en plus familier avec le processus, bien, on se détache progressivement pour accompagner un individu qui souhaite mourir. Donc, on est plus dans un cheminement vers la mort. Pour les infirmières qui font une objection de conscience, oui, elles le font en lien avec la journée où le protocole d'aide médicale à mourir va être administré, mais dans leurs soins quotidiens, moi, je dirais qu'elles accompagnent tout simplement un patient puis une famille vers la fin de vie. Au début, ça mettait beaucoup l'emphase sur le processus comme tel. Alors, on était tout axé sur le processus. Maintenant, on devient plus axé sur l'accompagnement. Ce qui est difficile, Hélène, c'est que ce n'est pas des patients nécessairement en soins palliatifs de fin de vie. Il faut s'entendre, c'est des patients, la majorité des patients se retrouvent sur des unités de médecine chirurgie, en tout cas pour mon centre hospitalier. Donc, j'ai des infirmières qui sont dans une visée curative, une visée de guérison du patient, une visée de « j'accompagne mon patient » afin qu'il puisse retourner à la maison puis reprendre ses activités de la vie quotidienne. La difficulté pour ces infirmières-là, c'est qu'ils n'ont pas développé nécessairement des compétences dans l'accompagnement à la mort. Alors ça, c'est une difficulté que je perçois beaucoup. L'autre fois, j'avais une infirmière qui me disait « Mon Dieu, aide médicale à mourir, Claudine, je ne suis pas pour dire ça. Qu'est-ce que je vais dire? Votre intervention, l'injection que vous allez recevoir? » Elle ne savait même pas les termes employés. Pourtant, c'est une infirmière qui a des belles capacités relationnelles. Mais puis ça, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas une fin de vie naturelle. Moi, la première fois, j'ai été choquée. Pourtant, j'ai accompagné plusieurs patients en fin de vie. Et c'est une mort programmée et c'est une mort qui n'est pas naturelle. Je vais te conter ce que j'ai vécu pour le premier patient. Alors, le premier patient, c'était un homme qui était vraiment seul. Pas de famille, plus de contact du moins avec sa famille, pas d'amis, vraiment très seul. Et ce patient-là, il avait un cancer avancé, il avait un pronostic quand même assez sombre là, de quelques mois.
Et ce qu'il m'a demandé, puis c'est mes patients que j'accompagnais en soins palliatifs, la grande majorité, quelques jours avant de mourir, vont tomber dans un semi-coma, un coma et vont finir par mourir. Lui, la journée de sa mort, il m'avait demandé, Claudine, tu peux-tu m'amener un whisky? Puis j'ai dit oui, j'ai dit, je vais vous emmener un whisky. Et il a demandé, c'était un fumeur, puis évidemment, dans une unité de médecine, de toute façon, sur toutes les unités, il n'y a pas de fumoir. Il était sur une unité de médecine chirurgie. On l'a descendu à l'extérieur de l'hôpital, en chaise roulante, avec son whisky. Il est allé fumer sa cigarette, il remonte. Lui, il dit, Claudine, je voudrais aller aux toilettes. Et il marchait, ce patient-là. Il était capable de faire de courtes distances. Je l'ai emmené aux toilettes. Il s'est installé dans son lit. Ça, ce n'est pas dans la normalité des choses. Et au début, c'est ce qui m'a le plus choquée. Je n'étais pas habituée à ça. Ce qui m'a choquée après, c'est quand on a commencé l'aide médicale à mourir, on se disait, bon, les pronostics sombres. On disait, bon, moins de 3 mois de vie, eux autres, c'est sûr qu'ils sont éligibles à l'aide médicale à mourir. Mais quand on a eu la consigne que c'est moins de 12 mois de vie, bien là, les infirmières m'apostrophaient. Claudine, ça n'a pas d'allure que tu accompagnes ce patient-là. Il marche dans les corridors, il mange tout son cabaret, il parle à sa famille et je l'ai entendu rire. Fait que j'avais des commentaires comme ça, parce que pour eux autres, évidemment, ça ne va pas dans un cheminement naturel de fin de vie. Au début du processus, habituellement, le patient va demander de l'information. Malgré qu'avec Internet et évidemment tout ce qu'il y a eu comme publicité ou tout ce qui s'est dit dans les journaux, rapidement, le patient, souvent il a besoin de peu d'informations, puis rapidement il va signer sa demande. Alors, et c'est un processus légal, donc c'est très encadré. Un formulaire du ministère, il doit signer, un professionnel doit contresigner et il faut maintenant deux témoins de la signature et de la date. Donc, c'est bien le patient qui signe en date d'aujourd'hui. Un coup qu'il a signé la demande, à ce moment-là, le premier, puis la demande, c'est toujours adressé au médecin traitant. Donc, le médecin traitant va être mis au fait de la demande et là, il va décider si oui ou non il veut procéder, c'est-à-dire est-ce qu'il veut accompagner son patient dans l'aide médicale à mourir. S'il décide d'accompagner, il doit faire le premier avis. Quand il s'engage pour le premier avis, il s'engage également à administrer. Donc, le médecin qui fait le premier avis administre également le protocole d'aide médicale à mourir. Si un avis favorable, premier avis est favorable, tu vas avoir un deuxième médecin qui est indépendant du patient, donc il ne connaît pas le patient et n'a pas parlé non plus au premier médecin. Donc, il n'est pas influencé par le patient parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas influencé par le médecin, il ne lui a pas parlé, le premier médecin. Alors, lui, il va venir faire son avis. Évidemment, c'est toujours à peu près le même processus avec les médecins. Ils vont lire les notes au dossier, vont s'adresser aux professionnels, vont parler à la famille et vont voir l'entrevue avec le patient. Quand il y a deux avis, les deux avis médicaux sont favorables à l'aide médicale à mourir, à ce moment-là, on va pouvoir administrer le protocole. Le patient est libre de changer d'idée n'importe quand au cours du processus. Même la journée de l'administration, même au moment où on arrive avec les seringues dans la chambre, il pourrait dire « je ne veux plus ». C'est son droit, puis on respecte ça. D'ailleurs, au cours du processus, le médecin va demander à quelques reprises au patient s'il est toujours en accord avec sa demande, puis s'il veut continuer dans le processus. Et maintenant, avec la loi fédérale, le Code criminel, on a un délai entre la demande, la journée de la signature et l'administration du protocole. Si évidemment il y a deux avis favorables, on a un délai de 10 jours à respecter. Ce délai-là, moi, j'ai vu que pour certains patients, c'est favorable, puis pour d'autres, non. Alors, si les avis se font rapidement après la demande, bien là, le patient doit attendre que les 10 jours soient écoulés. Donc, il y a des patients qui vont entrer dans une angoisse ou dans une anxiété qui est des fois difficilement contrôlable.
Pour d'autres patients, moi, j'ai vu, j'ai un fils qui reste loin, ça va lui permettre de venir, ça va me permettre des fois de rétablir des liens qui s'étaient brisés au cours de la vie. Fait que c'est variable, je dirais, d'un patient à l'autre. Ce qui pourrait faire modifier ce 10 jours-là, c'est que si les deux médecins qui ont fait les avis sont d'idée que le patient risque de mourir de façon imminente, alors ils peuvent raccourcir à ce moment-là le 10 jours, ou si le patient peut devenir confus, parce qu'il faut être apte jusqu'à la toute fin pour dire oui, je désire toujours avoir l'aide médicale à mourir, il faut être apte jusqu'à la toute fin pour recevoir l'aide médicale à mourir. Fait que si le médecin dit, les deux médecins, c'est-à-dire disent il risque de devenir confus, on peut accélérer à ce moment-là, raccourcir là, le délai de 10 jours. Techniquement, c'est quoi la procédure? Premièrement, toutes les familles et les patients sont invités à rencontrer la pharmacienne au cours du processus afin de pouvoir poser leurs questions en lien avec la médication. Il y a plusieurs seringues comme telles, mais dans les seringues, il n'y a que 3 médicaments. C'est le volume de la médication injectée qui fait que je dois mettre le médicament, exemple, le même médicament va se retrouver dans 2 seringues. Les médicaments comme tels, on a le Versed. Le Versed, c'est un anxiolytique qu'on va administrer en premier. Donc, ça va calmer le patient. Souvent, il va s'assoupir et même s'endormir sur le Versed. Quand on commence la procédure, on avise toujours les familles que le patient va s'endormir rapidement. Donc, s'ils ont encore des choses à échanger, à dire, on leur laisse le temps, évidemment. Après, je vais avoir du propofol. Le propofol, c'est un anesthésiant qui va rendre le patient beaucoup plus dans un sommeil profond. Même on peut entendre des ronflements. On dit aux familles de ne pas s'inquiéter. Et le 3e médicament, c'est un curare. Et évidemment, c'est un bloqueur neuromusculaire, donc qui va stopper la respiration. Le médecin, avant d'administrer le curare, doit s'assurer que le patient est dans un coma suffisamment profond pour pouvoir administrer la dernière médication. Et évidemment, il y a beaucoup de seringues, mais il y a aussi beaucoup de solutions de rinçage, qu'on appelle, les infirmières vont comprendre, du NaCl, qui est tout simplement de l'eau et du sel. Donc, ça fait beaucoup de seringues. Ce que j'ai tendance à faire quand je prépare les seringues, c'est de les cacher avec une serviette. Et au fur et à mesure que je donne une seringue au médecin, parce que l'infirmière a comme rôle aussi d'assister le médecin, malgré qu'un médecin peut le faire seul, sans problème, mais de ne pas dévoiler toutes mes seringues à la famille. Et ce que je demande aussi à la famille, c'est ce qui est important, c'est votre proche, donc de ne pas se centrer sur la procédure. Et les médicaments, souvent la pharmacienne, puis elle le dit aux patients, puis elle me l'a déjà dit, Claudine, c'est la même médication qu'on utilise en chirurgie pour endormir les patients qui vont avoir une chirurgie. Évidemment, ces patients-là, quand ils ont une chirurgie, sont intubés et nos patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir ne le sont pas. Mais c'est un processus qui se fait vraiment en douceur. Pour les patients, il y en a qui ont une grande anxiété, il y en a d'autres qui vont, mais je le vois des fois par le pouls, parce qu'on met un petit saturomètre, nous, sur le bout, au niveau digital, sur le bout du doigt. Pour les familles, j'ai vu plein de réactions, vraiment beaucoup de réactions. Donc, je dirais que c'est variable d'un individu à l'autre. Pour moi, premièrement, l'infirmière, elle est invitée par le patient dans la chambre. On s'entend que l'aide médicale à mourir, c'est un acte médical réservé. Quand j'accompagne les infirmières, parce que moi, je coach surtout les infirmières de chevet qui ont à accompagner le patient jusqu'à la toute fin, on demande aux patients, est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne et que j'accompagne votre famille jusqu'à la toute fin? Quand le patient nous dit oui, à chaque fois pour moi, c'est comme un cadeau.
la mort, c'est un moment de grande, grande intimité. Puis je dirais même que c'est un moment sacré. Alors, quand tu es invité à ce moment-là, c'est un grand cadeau. Et ce n'est pas ma place, je dirais. La place, c'est à la famille. C'est la famille. Je dirais que le médecin et moi, ou l'infirmière que je coach, on est accessoires. On est accessoires. C'est pas Claudine. Moi, je vais surveiller la famille, mais c'est pas Claudine qui accompagne le patient, puis qui va échanger les dernières paroles, les derniers baisers, les marques de tendresse. Claudine est témoin. Et j'essaye toujours de me faire extrêmement discrète quand je suis invitée dans la chambre du patient. Ceci dit, moi, je dis que pour moi, c'est un couteau à double tranchant. Parce que, et là, j'en ai accompagné beaucoup, parce que ça me confronte à la mort et ça me confronte à ma propre mort. Et ça a fait remonter à la surface des événements que j'avais vécus et que j'avais mis de côté, que je ne m'étais pas attardée ou je ne voulais pas m'attarder de peur d'être blessée ou d'être souffrante. Alors, c'est un beau cadeau, mais il faut aussi apprendre comme professionnel à se protéger là-dedans. La façon de me protéger, moi, c'est quand je vis avec une famille puis un patient, l'aide médicale à mourir, et avec le médecin et les autres professionnels, ma façon de me protéger quand je sors de la chambre, c'est de m'isoler et après de revenir vers mon équipe. Et c'est mon équipe. Quand j'ai dit la solidarité, qu'est-ce qui t'aide là-dedans? C'est mon équipe qui me soutient et qui me supporte. Et c'est moi qui les soutiens et qui les supporte. Ce que je comprends de ta façon de vivre et d'aborder, en fait, l'aide médicale à mourir, l'accompagnement des patients, c'est vraiment dans un esprit de partenariat. Mais le rôle du patient, lui, parce qu'on sait, tu sais, dans les milieux cliniques, le concept de partenariat avec le patient, c'est récent, c'est pas toujours en place, mais il me semble que dans ce moment-là, ça appartient au patient. C'est là qu'il est le plus au centre de ce que lui vit, de ce que toi, tu vis comme infirmière. Comment il peut jouer son rôle? Ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à un patient, là, puis je vais te dire ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, Claudine, il dit, tu veux-tu dire que c'est moi le capitaine de mon bateau? Puis j'avais dit, ben oui, c'est vous le capitaine de votre bateau. Fait que quand on accompagne, dans le fond, moi, je vais toujours avec besoin, inquiétude, question. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il nous dise qu'il ne veut pas tel médecin, puis qu'il veut tel professionnel, puis que lui, il veut l'intervenant en soins spirituels ou qu'il veut voir une travailleuse sociale, qui a besoin, c'est lui qui décide. Moi, dans le fond, comme infirmière, c'est qu'on a l'équipe inter, évidemment. On lui offre toutes les possibilités, mais on va être surtout à l'écoute de ce qu'il veut, puis on va lui dire, on va avec ce que vous voulez. On va dans le sens que vous voulez. Puis on est à l'écoute de vos besoins, de vos inquiétudes. Des fois, on va vous faire des propositions, parce que si je vois qu'un professionnel, ça serait bénéfique pour le patient, exemple, de rencontrer le psychologue, mais il va me dire, des fois, il me dit oui, puis des fois, il me dit non, puis des fois... Fait que c'est vraiment lui qui va décider. Je dis toujours, il va décider... Par contre, il va avoir une décision éclairée, c'est-à-dire que je vais lui donner toute l'information pour qu'il puisse prendre une bonne décision pour lui. Je dirais la première étape pour les infirmières, c'est de comprendre le processus. Parce que si tu comprends bien le processus, premièrement, tu vas arrêter de focusser et de poser des questions, puis tu vas être plus à même d'accompagner le patient dans ce processus-là. Donc, il y a d'abord une notion de connaissance du processus. Après, c'est développer tes habiletés relationnelles. Et je dirais que la première question pour les infirmières, quand je coach une infirmière, c'est je lui demande, elle, est-ce qu'elle a fait une réflexion par rapport à la mort puis par rapport à sa propre mort?
Parce que approcher des personnes qui désirent la mort, qui désirent mourir, sans avoir fait une réflexion personnelle, pour moi, c'est plus difficile. C'est plus difficile, puis je pense que les infirmières vont plus utiliser des mécanismes de défense. C'est-à-dire, le patient a dit quelque chose, mais je fais semblant de ne pas l'avoir entendu ou j'interviens tout de suite avec autre chose. Parce que ce qu'il vient de me dire, là, c'est difficile. Il vient de se confier sur quelque chose qu'il vit, puis c'est difficile à entendre, puis c'est difficile à accompagner. Puis il faut accepter, comme infirmière, qu'on n'est pas toute puissante. Des fois, je me sens bien impuissante. Des fois, tout ce que j'ai là comme outil NN, c'est même pas la parole, c'est juste ma présence, puis les gestes, les touchés affectifs, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas d'autre chose. Fait que c'est justement, pour les infirmières, je les inviterais à connaître le processus, d'abord se questionner, elle, par rapport à la mort, par rapport à sa propre mort, parce qu'elle va être confrontée à ça dans les chambres. Et deuxièmement, des habiletés relationnelles, je pense que quand on devient infirmière, mais c'est peut-être, mais je pense que quand on devient infirmière, c'est parce qu'on veut travailler avec les gens, puis les gens vulnérables, puis les gens souffrants. Et par les études, on est déjà appelé à développer certaines habiletés relationnelles, hein? L'écoute, l'empathie, le respect de la différence aussi, puis l'authenticité. Moi, une infirmière qui vient dans la chambre avec moi, puis que je coach, puis qui sort, puis qui pleure, c'est pas pour moi, là, elle n'a pas d'affaire à avoir honte. C'est un humain qui a été touché par un autre humain, par une famille. Le mot de la fin, Claudine, de cette belle entrevue, en quoi ça t'a modifié, toi, comme personne, cette expérience? Comme individu, je suis un aidant d'abord. Fait cette expérience-là me permet d'aider et d'aider dans un moment de grande vulnérabilité et d'aider dans un moment charnière de ta vie. Pour moi, c'est le moment ultime. Ce que ça me donne, l'aide médicale à mourir, c'est que ça me donne des leçons d'humilité, ça me donne des leçons de pudeur. Et ce que ça m'a permis aussi, l'aide médicale à mourir, quand je vais voir un patient, quand j'approche les patients ou les familles, je me dis tout le temps, Claudine, tu vas faire une intervention, est-ce que tu es en train de répondre à ton besoin comme professionnel ou est-ce que tu vas aller répondre aux besoins du patient? Et j'essaie toujours de trouver, parce que Claudine, là, je parle de moi à la troisième personne, n'est pas si importante pour le patient. C'est pas Claudine qui est importante. Puis des fois, c'est un autre professionnel et des fois, c'est la famille. Donc, je dirais que ça m'a appris peut-être que les petites interventions peuvent être de grandes interventions et d'y aller avec beaucoup, et encore beaucoup de respect pour ces gens-là qui choisissent d'aller vers l'aide médicale à mourir et ces familles-là qui les accompagnent. Merci d'avoir partagé ta belle expérience. Merci, ça me fait plaisir.